Le lac Monoun est un petit lac en forme d'os situé dans une zone rurale du Cameroun, à côté de rien que la plupart des gens du monde extérieur aient jamais entendu parler. Entouré de fermes, d'un petit village juste au nord-est et d'une petite route locale qui passe juste à l'est, le lac Monoun a toujours été un endroit calme, rustique et méconnu, jusqu'à ce qu'il soit frappé par un cauchemar sans précédent. Tard dans la nuit d'août 1984, les villageois autour du lac Monoun ont rapporté plus tard avoir entendu un fort grondement, mais presque personne n'y a prêté attention au début. Vers 23h30, un mystérieux nuage de brume blanche a jailli du lac avant de se répandre sur la route immédiatement à l'est du lac. Quand le soleil s'est levé le lendemain matin, le nuage mystérieux était toujours là sur la route. Les villageois du village au nord-est se sont réveillés et ont pris la route pour aller travailler, en passant directement à travers le nuage. Pensant que c'était juste un brouillard matinal un peu bizarre, presque personne ne s'est inquiété et tout le monde est passé au travers, pour découvrir immédiatement après être entré dedans qu'ils ne pouvaient plus respirer. Ils suffoquaient, cherchaient l'air et mouraient asphyxiés. Toute personne qui est entrée dans ce nuage ce matin-là sur cette route était morte en moins d'une minute. Vers 10h30 du matin, des vents locaux ont fini par disperser le nuage mortel. Et là, à l'horreur générale, le nombre de victimes malheureuses qui étaient passées dans le nuage au cours des heures précédentes est devenu évident. Un policier local et un médecin sont finalement arrivés sur place et ont découvert les corps de 37 personnes éparpillées sur la route, tuées par la brume mystérieuse. Certains marchaient, d'autres étaient morts dans leur voiture, et au moins un homme était affalé mort sur sa moto. Tous assez malchanceux pour avoir choisi de traverser ce qu'ils pensaient n'être qu'un simple nuage. Dans les heures qui ont suivi l'incident, personne n'avait d'explication valable. Certains villageois superstitieux pensaient que le lac était maudit et abritait des esprits maléfiques qui étaient sortis tuer les victimes ce matin-là. Le gouvernement camerounais a d'abord soupçonné une attaque à l'arme chimique menée par des terroristes ou des rebelles tentant un coup d'État. Mais l'hypothèse de l'arme chimique n'avait pas vraiment de sens. Les armes chimiques sont très difficiles à obtenir. Et même si un groupe de rebelles au Cameroun avait réussi à s'en procurer, pourquoi aurait-il gaspillé ça sur une route rurale paumée au milieu de nulle part plutôt que sur une cible plus importante? Et pourquoi personne n'avait revendiqué l'attaque? La recherche d'explications s'est vite tournée vers une cause naturelle. Certains ont rapidement pointé du doigt la ligne volcanique du Cameroun, une chaîne d'îles et de montagnes volcaniques qui part du golfe de Guinée jusqu'à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, en passant exactement par l'emplacement du lac Monoun, qui se trouvait directement au-dessus d'un des volcans de cette chaîne que l'on croyait éteint depuis longtemps. Peut-être qu'il s'était réveillé et avait déclenché la catastrophe. L'ambassade américaine au Cameroun a fait venir un expert nommé Haraldur Sigurdsson pour enquêter sur ce qui s'était passé au lac Monoun. Sigurdsson était un volcanologue et géochimiste islandais respecté qui travaillait à l'époque à l'université de Rhode Island, aux États-Unis. Il est arrivé sur les lieux plusieurs mois après l'incident et a effectué une batterie de tests pour comprendre ce qui avait tué 37 personnes. Mais Sigurdsson n'a rapidement trouvé aucune preuve d'éruption volcanique récente. Et, frustrant, il n'a presque rien trouvé non plus qui aurait pu indiquer un phénomène naturel. Le fond du lac n'avait pas été perturbé. Il n'y avait pas de composé soufré indiquant une éruption, et aucune trace que l'eau du lac ait récemment monté en température. Le déclic est venu quand il a remonté une bouteille d'échantillon d'eau prélevée dans les profondeurs du lac. Une fois à la surface, le bouchon a sauté comme sur une bouteille de soda secouée. Sigurdsson a compris que l'eau des grandes profondeurs était totalement saturée en dioxyde de carbone dissous, CO, comme une gigantesque bouteille d'eau gazeuse. Peu après, il a aussi réalisé que la mort des 37 victimes qui étaient entrées dans le nuage mystérieux correspondait parfaitement à une asphyxie au CO, un gaz incolore, inodore et plus lourd que l'air, ce qui expliquait pourquoi le nuage était resté si près du sol si longtemps. Le CO gazeux est aussi extrêmement mortel et tue rapidement, exactement comme ce qui était arrivé aux victimes autour du lac Monoun. Sigurdsson a alors développé sa théorie, comment le CO dissous dans les eaux profondes pouvait soudain se transformer en nuage mortel au-dessus du lac. Pendant presque 2 ans, il a affiné et développé sa théorie. Il a conclu que le lac Monoun était une anomalie géologique très bizarre. Il a théorisé que du magma très profond sous le lac dégazait lentement depuis des décennies, voire des siècles, laissant du CO remonter et se dissoudre dans les couches inférieures plus froides et plus lourdes du lac, piégées par les couches supérieures plus chaudes et plus légères. Dans la plupart des lacs, ce n'est pas un problème. Les eaux se mélangent régulièrement et empêchent l'accumulation de CO dans les couches du bas. En hiver, l'eau de surface refroidie, devient plus dense et coule, faisant remonter les couches plus chaudes et plus légères. Au printemps et en été, c'est l'inverse.
Les couches se mélangent constamment. Mais le lac Monoun est proche de l'équateur, dans les tropiques, où il fait chaud toute l'année. Le processus saisonnier de mélange n'existe quasiment pas. Les couches inférieures des lacs tropicaux peuvent rester stagnantes pendant des siècles. Sigurdsson a théorisé que dans le cas du lac Monoun, le CO qui remontait par le fond rendait la couche inférieure de plus en plus saturée sur une très longue période, contenue uniquement par la couche supérieure plus chaude et plus légère qui faisait office de bouchon de champagne. Le jour où quelque chose a dérangé ce bouchon ou où la couche inférieure a atteint la saturation maximale, les couches se sont soudainement inversées et tout le CO dissous du fond a explosé en gaz mortel, tuant tout ce qui se trouvait à proximité. En d'autres termes, le lac Monoun était potentiellement une bombe à retardement depuis des siècles, totalement indétectable pour les gens qui s'étaient installés autour. Sigurdsson a qualifié sa théorie des « aléas naturels jusqu'alors inconnus, capables d'anéantir des villes entières ». En 1986, 2 ans après l'incident, il a soumis son étude complète à la prestigieuse revue Science, qu'il a refusée parce qu'elle était jugée trop farfelue. La théorie de Sigurdsson est restée ultra confidentielle, connue seulement d'une poignée de spécialistes, pendant quelques mois seulement. Parce que, stupéfiant, à seulement 100 km au nord-ouest du lac Monoun, il y avait un autre lac bombe à retardement dont personne ne se doutait, et qui, par une coïncidence presque impossible, était sur le point d'exploser lui aussi. Et celui-là allait être des dizaines de fois plus meurtrier que le lac Monoun. Le soir du 21 août 1986, les petits villages autour du lac Nyo, au Cameroun, étaient calmes et paisibles. Vers 21h, quelques-uns des très rares survivants ont rapporté plus tard avoir entendu un fort grondement, exactement comme avant l'incident du lac Monoun. Beaucoup de villageois étaient déjà couchés, totalement inconscients du danger imminent. Soudain, sans presque d'avertissement, un nuage gigantesque contenant jusqu'à 1 km3, environ 300 000 tonnes, de CO a jailli du lac sous forme d'une épaisse brume blanche mortelle qui rampait près du sol. Les scientifiques qui ont enquêté plus tard ont trouvé des traces d'un tsunami d'environ 25 mètres déclenché par l'éruption gazeuse. Le nuage est d'abord monté à près de 100 km/h avant de retomber lourdement sur les villages autour du lac, puis de couler dans les vallées plus basses, jusqu'à 25 km de distance. Dans les 2 villages les plus proches, Nyo et Cha, seulement 4 personnes situées en hauteur ont survécu au nuage toxique. Quelques personnes ont d'abord été seulement rendues inconscientes, jusqu'à 36 heures, avant de se réveiller dans l'horreur totale, toute leur famille et tous leurs voisins morts. Beaucoup de survivants ont gardé des problèmes respiratoires permanents, des lésions cutanées, et même des paralysies dans les cas extrêmes. Dans les jours suivants, les survivants et les habitants des environs sont entrés dans les vallées, et beaucoup ont vraiment cru que c'était l'apocalypse. Le nuage qui avait tonné depuis le lac Nyo cette nuit-là avait tué 1746 personnes, ou presque 50 fois plus que l'éruption similaire du lac Monoun 2 ans plus tôt. Le nuage n'avait épargné aucune forme de vie, humains comme animaux. Environ 3500 bovins ont aussi été tués, leurs carcasses ajoutant à l'horreur. L'un des détails les plus glaçants rapportés, le silence total et l'absence totale de mouches sur les corps. Le nuage avait été si mortel qu'il n'avait même pas épargné les insectes. Une annihilation locale presque totale de la vie, une mini-extinction. Pour parfaire le tableau apocalyptique, le lac, d'habitude d'un bleu magnifique, était devenu rouge sang, comme du fer rouillé. L'ampleur de la catastrophe du lac Nyo a attiré beaucoup plus d'attention mondiale que le petit drame de Monoun 2 ans plus tôt, et a rapidement validé la théorie que Haraldur Sigurdsson avait tenté de publier quelques mois avant. Des scientifiques du monde entier ont afflué au Cameroun pour étudier le lac Nyo. Comme à Monoun, c'était la même anomalie, un lac tropical au-dessus d'une zone volcanique active, avec une couche inférieure stagnante saturée en CO depuis des siècles, bouchée par une couche supérieure plus chaude. La cause exacte de l'explosion de Nyo n'a jamais été prouvée avec certitude, mais la théorie principale, un glissement de terrain de rocher dans le lac aurait suffi à perturber les couches et libérer le CO. Plusieurs témoins ont entendu un grondement juste avant, et des chercheurs ont observé des traces récentes d'éboulement sur une falaise voisine. Autres hypothèses, chute brutale de température, forte pluie ou vent violent ayant mélangé les couches. Quoi qu'il en soit, Nyo a prouvé que la théorie de Sigurdsson était juste et que ce qui n'existait que dans les mythes était terriblement réel. Ces catastrophes ont reçu le nom d'éruption limnique. Et le plus alarmant, les scientifiques ont découvert que l'explosion de 1986 n'avait pas vidé tout le CO accumulé dans les couches profondes du lac Nyo, ni celle de Monoun en 1984. Au contraire, la concentration continuait d'augmenter dans les 2 lacs. Ils pouvaient exploser à nouveau. Pour désamorcer la menace,
Plusieurs idées ont été proposées: déverser des tonnes de chaux par hélicoptère, trop cher; faire exploser des bombes dans les lacs, trop dangereux; creuser des canaux pour vidanger l'eau profonde, beaucoup trop cher. Finalement, la solution la plus simple et la moins chère a été choisie. En 2001, on a installé un radeau flottant avec un tuyau qui aspire l'eau saturée en CO des profondeurs et la fait jaillir à la surface comme un geyser contrôlé, libérant le gaz sans danger. D'autres tuyaux ont été ajoutés. En 2009, le lac Monoun était totalement désamorcé. Le lac Nyo l'a été en 2019. Mais pendant qu'on rendait ces deux lacs sûrs, on a découvert qu'il existait un troisième lac en Afrique équatoriale avec exactement les mêmes conditions, et celui-là est infiniment plus dangereux et apocalyptique. Les conditions pour une éruption limnique sont extrêmement rares. Il faut une zone tropicale, une activité volcanique ou tectonique, une altitude pas trop élevée, et un lac assez profond avec des couches bien séparées qui ne se mélangent presque jamais. Depuis les années 1980, un seul autre lac au monde remplit ces critères: le lac Kivu, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, RDC. Comparé à Monoun et Nyo, Kivu est un monstre. 88 km de long, 48 km de large, 475 mètres de profondeur, plus du double de Nyo. Il se trouve dans la vallée du Rift africain, où le continent africain s'ouvre lentement, un futur océan dans quelques millions d'années. Les tensions tectoniques ont aminci la croûte terrestre et libéré des sources chaudes sous le lac qui injectent du CO, et aussi du méthane. Kivu est beaucoup plus ancien que Nyo et Monoun, donc son fond est plus riche en matière organique. Des micro-organismes produisent encore plus de méthane en la digérant. Résultat, Kivu contient non seulement du CO, mais aussi énormément de méthane, beaucoup moins soluble, donc plus proche de la saturation, et hautement inflammable. Si Kivu explose comme Nyo, le nuage pourrait contenir du CO et du méthane inflammable. On aurait à la fois asphyxie et incendie géant. Le lac a plusieurs couches très distinctes, séparées par des frontières de quelques centimètres seulement. Le climat chaud empêche tout mélange pendant des siècles. La bombe à retardement grossit tranquillement. Déclencheur possible, saturation totale, séisme, la zone est très active, glissement de terrain, ou même une forte sécheresse suivie d'une pluie torrentielle. Si Kivu explose, les chiffres donnent le vertige: environ 300 km3 de CO dissous plus 60 km3 de méthane. Soit environ 2,6 milliards de tonnes de CO, 5% des émissions annuelles mondiales de gaz à effet de serre, libérées en moins de 24 heures au même endroit. Et surtout, 2 millions de personnes vivent autour du lac, dont deux grandes villes, Bukavu et Goma, sur la rive ouest. Une éruption limnique à Kivu pourrait tuer des millions de personnes en une journée, ou potentiellement la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire humaine. Il y a aussi débat sur le nombre d'éruptions passées. Certains disent aucune preuve depuis 12 000 ans, d'autres affirment qu'il y en a eu une il y a environ 4 000 ans. Et sur le risque futur, un article de 2005 suggérait que le méthane augmentait rapidement et que la saturation pourrait être atteinte vers 2090. Un article de 2020, co-signé par le même auteur, dit que non, il n'y a pas d'augmentation détectable. Bref, personne n'est d'accord. Côté solution, le lac est immense, les travaux seraient colossaux. Et il est en pleine zone de guerre. La rive ouest, RDC, est hors contrôle du gouvernement, tenu par des rebelles, dont le M23, soutenu par le Rwanda, qui ont récemment pris Goma et Bukavu. Malgré tout, le Rwanda, rive, surveille activement les niveaux de gaz et les séismes. Et depuis 2008, le Rwanda extrait du méthane du lac pour produire de l'électricité. Le projet KivuWatt, britannique, pompe l'eau profonde, sépare le méthane, le brûle pour faire de l'électricité, 26 MW aujourd'hui, bientôt plus de 100 MW, un tiers de l'électricité rwandaise, et réinjecte l'eau propre. Ça fournit de l'énergie propre à un pays pauvre, et réduit lentement le risque d'explosion. Mais le rythme est très lent. À ce train, il faudra des décennies pour vider ne serait-ce que 5% du méthane. Et certains chercheurs craignent que l'extraction elle-même finisse par percer les couches et déclenche l'explosion qu'on veut éviter. D'autres disent que c'est sûr et que le Rwanda a besoin de cette ressource. Quoi qu'il en soit, le lac Monoun a montré que les éruptions limniques étaient possibles, Nyo a montré à quel point elles pouvaient être catastrophiques, et le lac Kivu garde encore un potentiel de mort et de destruction bien plus grand, malgré son apparence paisible aujourd'hui. Avec un conflit armé qui fait déjà des milliers de morts autour du lac, la possibilité d'une éruption limnique reste là, capable un jour de tuer des millions de personnes supplémentaires. Et peu importe la probabilité exacte, la simple possibilité que ça arrive fait, à mes yeux, du lac Kivu le lac le plus dangereux du monde,
est probablement la catastrophe naturelle la plus destructrice qui attend peut-être, en silence, de se produire un jour. Et même si vivre autour du lac Kivu fait peur, vivre aux États-Unis aujourd'hui n'est pas non plus de tout repos. Vous ne le savez peut-être pas, mais les États-Unis ont certaines des lois les plus faibles au monde en matière de protection des données personnelles parmi les pays développés. Du coup, une énorme quantité de données personnelles des Américains se retrouve dans le domaine public, parfois même publiées par les gouvernements fédéraux, des États ou des villes eux-mêmes. Ça a toujours été un peu le cas, mais ça n'est devenu vraiment critique qu'avec Internet, quand des gens ont commencé à gagner de l'argent en facilitant l'accès à vos données. Ces gens et leurs sites s'appellent des data brokers. Ce sont des entreprises privées qui collectent vos données à partir de registres publics, listes électorales, recensements, et les revendent. Il y en a des centaines qui vendent probablement vos informations en ce moment même. Nom, téléphone, adresse, habitude d'achat, et parfois même votre numéro de sécurité sociale. Tout ça au plus offrant. Quand j'ai cherché mon propre nom, il y avait littéralement des centaines d'entreprises qui avaient ces infos en vente pour d'autres sociétés, des arnaqueurs, des harceleurs ou pire. Au mieux, ça donne des appels et mails de pub intempestifs. Au pire, doxing, phishing, vol d'identité. Les fuites de données sont de plus en plus fréquentes, et si vous vivez aux États-Unis, vous n'avez carrément aucune protection fédérale contre ces entreprises. Mais c'est là qu'intervient le sponsor de cette vidéo, Incogni. Incogni agit en votre nom pour supprimer vos données personnelles chez ces data brokers, et gère toutes les objections de leur part. Vous n'avez qu'à créer un compte et leur donner votre accord. Incogni effectue ensuite des suppressions répétées et continues, parce que même si un broker supprime vos données une fois, il peut les recollecter et les revendre. Incogni veille à ce que vous restiez hors de leur base de façon permanente. Quand je me suis inscrit, c'était terrifiant de voir combien de brokers avaient mes données, mais tellement satisfaisant de voir Incogni les faire supprimer une par une. Et depuis, j'ai vu une énorme baisse du nombre d'appels et mails indésirables. Et comme toujours, merci infiniment d'avoir regardé.